Cette première journée est un tremplin pour toute une série de mobilisations. Mais pour pouvoir lutter, on a besoin d'être en capacité d'expliquer assez facilement le contenu des ordonnances et ce qui va plus loin. Donc je vais laisser la parole à Cécile Nicot, qui est universitaire, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle GR Pacte. Et Laurent vous expliquera un petit peu, va animer un petit peu cette première partie. D'accord ? Quand ce petit exercice-là sera terminé, c'est un travail sur les argumentaires. Alors c'est pas facile, y compris pour Cécile Nicot d'intervenir, parce que d'habitude elle le fait en amphi. Là elle le fait dans la nature, dans le Jordanville, avec toutes les difficultés à pouvoir se parler. Vous pourrez parler les uns et les autres pour pouvoir avancer sur le processus de mobilisation avec un objectif essentiel, c'est comment on fait germer le plus de grèves possible dans le plus d'entreprises possible. Laurent, je te laisse animer cette partie-là. Merci. Bonjour à tous. Donc, Cécile Nicot, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 2, à l'Institut de formation syndicale. Et vous êtes spécialiste du droit du travail. Alors, si on vous a invité à parler aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie d'un groupe de chercheurs qui s'appelle GR Pacte. Alors, qu'est-ce que c'est GR Pacte? C'est qui et d'où ça vient? Merci. D'accord. Ok. Bon, comme ça a été dit, moi j'ai plus l'habitude des amphis, clos, tranquilles et rassurants, et un peu moins des espaces publics, mais ça va le faire. Donc en effet, j'ai participé aux travaux d'un groupe de recherche, le GR Pacte, groupe de recherche pour un autre code du travail. C'est un groupe de recherche qui s'est constitué à l'initiative d'un universitaire, professeur à l'université de Nanterre, c'était Emmanuel Doquès, professeur à l'université de Nanterre à l'automne 2015. Emmanuel nous a contactés parce qu'il avait une idée, parce qu'il avait un projet, parce qu'il avait une envie. C'était d'écrire un autre code du travail, en réponse aux attaques permanentes qui étaient adressées au code du travail, qu'on reprochait d'être trop lourd, trop complexe, etc. Et Emmanuel Doquès s'est dit que seul il n'y parviendrait pas, que l'entreprise était folle, mais que peut-être à plusieurs, si on était suffisamment motivés, décidés, convaincus, et travailleurs, on allait y arriver. Et on s'y est mis, une vingtaine d'universitaires, on s'est mis au travail, et ça a abouti à cet ouvrage. Je le montre, c'est info, c'est pas une pub, on n'a pas de droit d'auteur dessus, hein, il en vend partout, mais voilà, on n'y gagne rien. C'est une proposition code du travail. Alors c'est une recherche qui a été menée, je tiens quand même à le dire, de manière totalement indépendante. Je disais, c'est une initiative spontanée. D'habitude, les universitaires, ils répondent à des commandes. Des commandes qui peuvent être des centrales syndicales, qui peuvent être des ministères, qui peuvent être des agences de recherche. Nous sommes totalement indépendants. Nous n'avons été financés par aucune instance, aucune organisation. Il a fallu lancer un Kiss Kiss Bank Bank pour pouvoir obtenir l'édition de l'ouvrage. Voilà pour le GR Pacte et le produit. D'accord. Alors, du coup, ce travail il a duré une année, je crois, environ. Oui, c'est un travail qui a duré une année, une grosse année. Et donc, est-ce que ça aboutit à un code du travail hypertrophié? Non. Non, le code du travail n'en sort pas hypertrophié parce que dans cet ouvrage, on amène des tas de commentaires et d'explications qu'on a voulu ajouter pour rendre un peu plus lisibles nos différentes propositions. Il faut bien voir qu'on a voulu répondre à la fois à un discours qui fait du droit du travail un peu le responsable d'un ensemble de maux et en particulier du chômage et peut-être aussi de la dégradation de la situation économique. Et on sait très bien que toutes les études montrent que c'est faux. Toutes les études, ça a été dit tout à l'heure, montrent que c'est faux.
on a voulu aussi répondre à ce discours sur la complexité de la règle, en disant que oui, c'était possible de faire simple et protecteur à la fois. Alors merci. Donc on a bien compris le principe, ça aboutit à ce document. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 mesures phares qui sont ressorties dans votre travail, dans vos idées? Alors, 2-3 mesures phares. Alors je ne vais pas faire trop technique ou trop complexe, quelque chose de simple. Vous savez tous que le Code du travail ne s'applique pas à tous les travailleurs. Le Code du travail, il s'applique aux salariés, aux travailleurs subordonnés dans le secteur privé. Et y compris dans le secteur privé, vous avez des tas de travailleurs qui ne connaissent pas des règles, qui restent quand même protectrices, même si les protections diminuent, qui restent quand même protectrices des règles du Code du travail. Je pense que tout ce qui est salarié, enfin vous voyez les salariés des plateformes, Uber, Deliveroo, ces faux indépendants sont exclus de toute protection parce qu'ils ne sont pas juridiquement subordonnés. L'une des propositions de notre code, c'est de retenir comme critère pour être salarié et bénéficier du texte, un critère d'une situation de dépendance économique. C'est-à-dire qu'on ouvre beaucoup plus largement le champ d'application du texte. Et ça permet de l'appliquer à tous les travailleurs qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité parce qu'ils sont économiquement dépendants, parce qu'économiquement ils n'ont pas le choix. Et qu'au final, ne pas avoir le choix juridiquement ou ne pas avoir le choix économiquement, ça revient quand même un petit peu au même. Ça, c'est une des propositions, un champ qui est étendu. D'accord, bon, on ne va pas détailler tout ce qu'il y a dedans. Où est-ce qu'on peut se procurer? On se le procure sur Internet, c'est Dalloz qui a accepté de nous éditer. Alors Dalloz, c'est quand même l'éditeur des codes classiques, beaucoup utilisés dans les facs de droit, les fameux codes rouges. Ils ont accepté qu'on reprenne leur code couleur. Bon, c'est disponible de partout. Ok. À la FNAC, dans les autres librairies, sur Internet. Enfin, vous choisissez votre réseau de commercialisation si ça vous intéresse. Mais nous, on ne les vend pas directement et on a 0 droit dessus. Alors, la mesure que tu as donnée en exemple, ça consiste à étendre la protection du salariat aux salariés aujourd'hui très précarisés, type Deliveroo, tous les salariés qu'on dit uberisés. Alors justement, une question un peu plus générale, est-ce que c'est raisonnable dans un contexte mondialisé, dans un contexte de concurrence dont on entend parler tous les jours, est-ce que c'est raisonnable de faire un code du travail plus protecteur? Et pourquoi faut-il protéger les salariés? Alors moi, c'est une question que j'aurais envie de renverser quand même. Alors on va y répondre, mais j'aurais quand même envie de la renverser. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable, dans un contexte de mondialisation, comme ça? Est-ce que, plus proche, ça l'arsène pas, ça l'arsène. Alors, est-ce qu'il est vraiment raisonnable, dans un contexte de mondialisation, dans un contexte d'une plus grande diffusion de la précarité, de fragiliser encore la situation des travailleurs en réduisant les protections? La question, elle peut se poser aussi à l'envers. Hein. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de lien, malgré tout ce qui a pu être affirmé, puis après insinué, parce que c'est plus aujourd'hui dit de manière très claire, il n'y a pas de lien entre le droit du travail et le chômage. C'est pas le droit du travail qui crée du chômage, et donc c'est pas en accroissant la flexibilité, en rendant plus précaires ceux qui ont du travail, qu'on donnera du travail aux autres. Le lien, il n'existe pas, et toutes les études le démontrent, que ce soit l'OCDE, l'OIT et même le FMI maintenant en convient. Alors, cet accroissement de la précarité, il comporte des risques, et il comporte des risques sociaux, qui sont quand même des risques non négligeables.
Et il y a aussi au travers de ce travail une conviction profonde, c'est qu'il est quand même dangereux de prendre le risque de ces accroissements d'inégalités. On nous mène sur une route qui est potentiellement dangereuse. Moi, je voudrais simplement peut-être un peu répondre à cette question, revenir sur, et je vais le citer, c'est pour ça que je reprends mes notes, revenir sur l'origine de l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, elle a été créée en 1919, après la Première Guerre mondiale, et elle a été créée, elle est intégrée aujourd'hui à l'ONU, et elle a été créée pour travailler de différentes manières à diffuser le plus largement possible dans le monde des normes sociales minimum. Garantir au plus grand nombre possible de travailleurs un socle de règles minimum, un socle de protection minimum. Alors pendant longtemps, on les a pas trop regardés en France, les conventions de l'OIT, on était tellement au-dessus. Enfin, ça fait quand même 10 ans qu'on voit se succéder des textes dont on se dit que leur conformité aux conventions de l'OIT interroge, et les ordonnances à venir interrogent sur un très grand nombre de points. Mais si j'en reviens à la mission fondatrice de l'OIT telle qu'elle est vraiment affirmée dans leur statut, moi qu'est-ce que je trouve? L'OIT a pour mission d'œuvrer pour une justice sociale indispensable à une paix durable et universelle. Alors oui, un code du travail protecteur, c'est raisonnable. Bon, alors on a vu qu'il était tout à fait possible et raisonnable. Voilà. Il était tout à fait possible et raisonnable et même nécessaire de construire un code du travail qui soit peut-être plus simple, mais aussi plus protecteur pour les salariés, plus protecteur pour plus de salariés. Malheureusement, il semble que ça ne soit pas la direction qu'on prenne avec les ordonnances. Et donc là, je vais te laisser la parole pour essayer de nous donner ton analyse de professionnel du droit du travail sur les textes qui viennent de sortir. Bon, merci. Alors merci, difficile tâche qui m'incombe maintenant. On a des textes qui sont sortis il y a très peu de temps, sur lesquels on avait quelques informations, mais quand même extrêmement légères, et qu'on découvre. Et qu'on découvre maintenant, qu'on n'a pas complètement fini de décortiquer et dont on n'a pas encore pris complètement la mesure. Si ce n'est qu'il est évident que ces textes vont constituer sans doute la réforme la plus importante du droit du travail depuis, moi je dirais, les lois Auroux. Depuis 1982 et les lois Auroux qui avaient posé les bases d'un droit collectif du travail dans l'entreprise, avec la création des CHSCT, etc. On a une réforme considérable, c'est plus qu'une loi travail XXL, c'est vraiment un autre droit du travail. Eux aussi, ils ont fait leur autre droit du travail. C'est pas le même que le nôtre, mais c'est autre chose. Alors, c'est difficile d'analyser, de donner des éléments précis. Surtout, je vais peut-être simplement relever quelques points. La question des accords de branche, des accords d'entreprise. Bon, c'est un point essentiel, c'est déterminant, savoir si on négocie au niveau de la branche, donc d'un secteur d'activité économique, et ensuite au niveau des entreprises pour améliorer, ou savoir si on négocie tout, entreprise par entreprise, quitte à obtenir des conditions de travail qui vont être très différentes pour les salariés, même y compris d'un même secteur d'activité. Alors, le renforcement de la négociation d'entreprise, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de constant. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait, moi, 20 ans que j'explique à mes étudiants que, voilà, on a une loi qui renforce. Sauf que, avec la loi travail l'année dernière, et encore davantage avec ces ordonnances qui viennent à être définitivement adoptées, on a là non seulement un renforcement de la négociation d'entreprise, mais on a un affaiblissement absolument considérable de l'accord de branche. Je dirais même un effacement de l'accord de branche
Alors l'effacement de l'accord de branche avec la loi travail qui concernait la durée du travail, beaucoup, je ne rentre pas dans le détail parce qu'il faudrait être plus nuancé, mais on ne peut pas. Avec ces ordonnances, l'effacement concerne quasiment tout. L'effacement concerne quasiment tout parce qu'on a défini des thèmes qui sont réservés à la branche. Salaire minimum, classification, ça c'est classique, égalité professionnelle, les périodes d'essai, c'est la loi qui le prévoit, c'est normal. Mais on prévoit quand même que l'accord d'entreprise va s'imposer s'il prévoit des garanties équivalentes. Alors c'est quoi des garanties équivalentes? C'est autre chose que de dire il s'impose s'il est plus. Alors définir ce qui est plus favorable, c'est pas toujours facile. Mais alors définir ce qui est équivalent, ça devient quand même hasardeux. Alors évidemment, le contentieux est pas loin non plus, mais vu le mouvement, on va quand même sans doute avoir tendance à interpréter ces textes comme donnant aussi une priorité à l'accord d'entreprise. Ça revient au même. Et on voit que la branche acquiert des compétences qu'elle n'avait pas. Parce que les CDD, les contrats à durée déterminée, sont aujourd'hui réglementés dans la loi. Avec les ordonnances, la réglementation des CDD, cadre court, durée, renouvellement, sauf erreur de ma part, au moins sur ces 3 points, relèvera de la branche. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on pourra faire appel à des CDD, la durée, pourront être définies par secteur d'activité. Donc c'était de la loi, c'était pareil pour tout le monde partout. Ça devient une question qui tombe dans l'escarcelle de la branche. Et puis alors après, sur tout le reste, tout ce qui est prime, tout ce qui va être congé, les jours de congé pour enfants malades, les contreparties ou les garanties ou les avantages liés à l'ancienneté, des primes, un 13e mois, tout ça va être négocié entreprise par entreprise et à partir du moment où il y aura un accord d'entreprise, l'accord de branche ne s'appliquera pas. Autrement dit, l'accord de branche s'efface tant qu'il y a un accord d'entreprise et il ne s'appliquera que dans les entreprises dans lesquelles on n'a pas négocié. Alors, si on est dans un contexte où la négociation dans l'entreprise peut être équilibrée, avec des éléments qui garantissent un rapport de force ou une possibilité réelle de peser sur les négociations, la possibilité de trouver un compromis. Finalement, ce ne serait pas si dramatique que ça. Sauf qu'aujourd'hui, le contexte, il n'est pas d'une négociation équilibrée. Le contexte, il est quand même de négociations dans les entreprises qui sont extrêmement difficiles parce qu'il y a un contexte économique auquel on ne peut pas échapper. S'ajoute à ça le fait que les ordonnances modifient considérablement la manière dont vont être structurées les instances représentatives dans les entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des délégués du personnel à partir de 11 salariés, puis après un comité d'entreprise, HCCT, les comités centraux, le cas échéant. Ces instances sont toutes fusionnées dans toutes les entreprises et c'est obligatoire. On ne pourra pas y échapper. Elles sont toutes fusionnées dans toutes les entreprises. Conséquence, éloignement des collectifs de travail. On l'a vu notamment dans les grosses entreprises lorsqu'on a négocié des accords, parce que c'était permis en négociant des accords. Dans les grosses entreprises, lorsqu'on a négocié des accords qui fusionnaient les instances, ça s'est traduit par un éloignement. Donc un éloignement des collectifs de travail, des salariés qui vont avoir des mandats qui les amèneront à devoir se prononcer sur l'ensemble des sujets, qui sont aujourd'hui les sujets du CE ou du CHSCT. Et donc on attend des représentants une polyvalence très forte, des représentants qui ne pourront pas enchaîner plus de 3 mandats successifs. Alors là aussi, on a une limitation du nombre de mandats que les représentants pourront exercer. Je pense que c'est la volonté de vouloir élargir le plus largement l'accès au mandat. Mais enfin, ça fragilise aussi considérablement
Alors, Madame Péricot serait présente, elle me dirait, mais votre présentation, Madame Nico, n'est pas exacte, vous dévoyez le texte, vous avez mal lu, parce qu'on n'a pas oublié dans l'ordonnance cette problématique de représentation de proximité des salariés, et d'ailleurs il est bien prévu dans le texte que pourront être élus des représentants de proximité. Les représentants de proximité pourront être élus, ils seront membres du comité social et économique, mais alors on a des représentants de proximité dont la loi ne prévoit ni les attributions, ni les règles de fonctionnement, ni les moyens. Ils peuvent être mis en place, c'est autorisé par accord collectif, et l'accord collectif va définir leur mission, leurs moyens et leurs règles de fonctionnement. Autrement dit, ces représentants de proximité qui ressemblent un petit peu aujourd'hui aux délégués du personnel, c'est un peu ça, c'est l'idée, il faudra les négocier. Mais on pourrait dire que ça n'a jamais été interdit non plus. Ça n'a jamais été interdit de négocier des représentants. Bref, donc un éloignement sans doute des collectifs de travail avec des structures représentatives qui vont peut-être peiner. J'ajouterais aussi qu'on va pouvoir maintenant même aller vers la mise en place d'un conseil d'entreprise. Alors, grande revendication des milieux patronaux depuis les années 80. On l'a vu, le conseil d'entreprise évoqué dans toute une série de rapports. Et bien maintenant, il est dans la loi. Enfin, dans la loi, il est dans cette possible ordonnance à venir. Conseil d'entreprise, c'est-à-dire une instance qui regroupe les élus et les délégués syndicaux et qui sera l'interlocuteur de l'employeur dans la négociation. Donc là, il y a aussi un brouillage des missions qui sont des missions des élus et des missions revendicatives et négociatrices des organisations syndicales. Tout est mélangé. D'autres points, mais je ne sais pas si je ne vais pas être trop longue non plus. Il y a tellement de choses qu'on peut évoquer. Ouais. J'ai juste une question complémentaire, parce que le gouvernement dans sa communication nous dit que pour la première fois, il introduit des dispositions favorables à la négociation dans les PME. Parce que dans les PME, globalement, il n'y a pas souvent de délégués syndicaux. Alors on ne rentrera pas dans les détails sur pourquoi, mais c'est quand même souvent lié à la peur des représailles, etc. Mais donc il introduit la possibilité de négocier avec des salariés qui ne sont pas représentants syndicaux. Est-ce que cette disposition, c'est vraiment un avantage pour les salariés? Et même, est-ce que c'est un avantage pour les entreprises en question? Alors, là aussi, on a une question qui n'est pas nouvelle. Comment faire pour négocier lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise? C'est une question qui est sur la table depuis 1995. Et depuis 1995, on évoque des pistes. 95, 96, 98, 2000, 2004, 2008, 2015, on doit être à peu près à la 8e réforme des conditions de négociation dans les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de délégués syndicaux. C'est pas une problématique nouvelle. Jusqu'à présent, ça n'a jamais vraiment bien marché. Et jusqu'à présent, sauf dans la loi Rebsamen où ça a commencé en 2015, jusqu'à présent, on avait quand même toujours assuré un lien entre la négociation, quand bien même il n'y a pas de délégué syndical, et le syndicat à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire un salarié qui est mandaté par un syndicat, il y a un lien, ou un accord collectif qui pourra être validé par une commission paritaire qui est mise en place au niveau de la branche, il y a un lien. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais d'accord collectif sans, d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas détailler tous les dispositifs, mais l'empreinte syndicale. Ça n'existait pas. Et bien maintenant c'est possible. Maintenant on peut complètement se passer de ce saut syndical pour obtenir la négociation et la conclusion d'une convention collective. Puisque dans les toutes petites entreprises, les inférieurs à 20, on va dire déjà, mais moins de 20 salariés, c'est pas beaucoup qu'on ait moins de 20, moins de 20 salariés,
prévoit que l'employeur pourra faire adopter un accord collectif, mais un accord qu'il a négocié tout seul. Alors au moins c'est plus facile de s'entendre, mais c'est son accord, c'est son projet d'accord qu'il soumet à ratification directe des salariés par référendum. Alors là encore, on pourrait nous dire, mais attendez, vous diabolisez. On a posé un garde-fou, c'est une majorité des 2/3. Il faut que les salariés adoptent à la majorité des 2/3. Alors on ne va pas se lancer dans des calculs savants, mais sur des tout petits effectifs, les 2/3, on les atteint aussi, et de toute façon, ça ne garantit pas une réelle négociation de l'accord. Il n'y a pas de négociation. Dans les entreprises, il y a encore tout un tas de dispositifs. À chaque fois, c'est très compliqué ces questions-là. L'idée, c'est que de toute façon, on peut négocier un accord, que ce soit avec le syndicat ou avec les élus, ou s'il n'y a pas d'élus, avec un salarié mandaté, ou si personne veut se faire mandater, parce que c'est bien souvent ce qui se passe dans les petites entreprises, nous on le voit, c'est que les salariés ne veulent pas avoir un mandat, l'employeur demande un interlocuteur et personne ne veut y aller, et on les comprend. Eh bien, on soumet un référendum c'est oui ou non, au moins comme ça c'est simple. D'accord ? Sauf que ça, quand on voit ce qu'on peut mettre dans les accords, c'est un petit peu problématique. Est-ce que vraiment c'est un avantage pour les employeurs dans les PME de s'aventurer sur ces terrains-là? Il serait peut-être mieux à même que nous d'y répondre, mais c'est une question aussi qui peut se poser. Jusqu'à présent, ces modes alternatifs fonctionnent mal, mais on voit bien qu'il y a la volonté que ça finisse par fonctionner, parce qu'à l'occasion de chaque réforme, on nous réforme le mode précédent en le modifiant sur ce qu'on pense être les verrous. Et ça dure depuis plus de 20 ans. Je vous dis, ça a commencé en 95. Bon, merci à tous et une bonne fin de manifestation.